J'étais déjà en robe quand mon téléphone a sonné. C'était Travis. J'ai cru qu'il appelait pour me dire qu'il arrivait, peut-être pour me dire qu'il avait hâte de me voir au tribunal, peut-être pour me dire combien il m'aimait. Au lieu de cela, j'ai répondu avec un sourire dans la voix et j'ai entendu le silence ou juste une respiration. Puis, lentement, prudemment, comme s'il essayait de ne pas casser quelque chose de fragile, il a dit « Savannah, je ne peux pas t'épouser. » Je me souviens que le monde s'est effondré, comme si on m'avait enlevé le sol sous les pieds. J'avais passé la matinée à épousseter le sucre glace de mes manches, essayant de ne pas pleurer quand maman n'arrêtait pas de s'agiter à propos du plan de table. J'avais souri à tante Louise, venue d'Alabama en voiture, laissé ma meilleure amie Shelby me tresser les cheveux en 12 boucles, et essayer d'ignorer ce léger battement nerveux dans ma poitrine, ce sentiment que quelque chose clochait. Mais même cet avertissement discret n'avait pas pu me préparer à ces mots « Je ne peux pas t'épouser ». Le téléphone m'a glissé des mains et a heurté le parquet avec un bruit sourd, mais cela aurait aussi bien pu être un coup de tonnerre. Le silence se fit dans la pièce. Maman leva les yeux du miroir où elle ajustait son rouge à lèvres. Mon père, qui était entré avec une tasse de café fraîche, se figea en plein milieu d'un pas. Pendant une longue seconde, personne ne bougea. Puis je murmurai, presque pour moi-même, « Il ne vient pas. » « Comment ça, il ne vient pas ?» Maman cligna des yeux, puis secoua la tête comme si elle n'avait pas entendu ce que je venais de dire. « Ce n'est pas drôle, Savannah. Arrête de plaisanter. » « Je ne plaisante pas, dis-je. » Il a dit qu'il avait changé d'avis. Après ça, tout était flou. Le silence dans la pièce s'est transformé en brouhaha, des assiettes s'entrechoquaient dans la cuisine, maman s'écriait « Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire aux gens ?» Shelby s'est précipitée vers moi, les bras tendus, mais je ne voulais pas qu'on me touche. Je ne pouvais pas être consolé. Je me sentais vide, comme si quelqu'un avait tout vidé de mon être pour n'en laisser qu'une coquille en forme de fille, vêtue d'une robe blanche et d'un voile d'emprunt. Je me suis dirigé vers la fenêtre. Dehors, les chaises pliantes étaient déjà installées. Des ballons attachés à la balustrade du porche se balançaient doucement au vent. J'ai aperçu ma petite cousine jouer avec des pétales de fleurs dans le jardin. Elle portait la robe rose que nous avions achetée ensemble la semaine dernière. L'air sentait la tarte aux pêches et le printemps comme si tout était encore normal, mais plus rien ne l'était. Je me suis retourné lentement et j'ai regardé mes parents. Maman était déjà au téléphone avec quelqu'un, probablement ma tante, essayant de trouver comment défaire un mariage en moins d'une heure. Papa restait planté là, me regardant comme il regardait des clôtures cassées ou des moteurs en panne, comme s'il réfléchissait déjà à la façon de réparer les dégâts. Mais il ne pouvait pas réparer ça. « Je ne peux pas rester ici, » murmurai-je. « Où irais-tu » demanda papa. « Je ne sais pas, pas ici. » Puis, comme une réponse venue d'en haut, mon téléphone vibra de nouveau. C'était tante Jolene. Je décrochai. « Pas besoin de bavarder, dit-elle calmement, sans détour. Fais ta valise, chérie. Viens rester un moment avec moi. » Je n'ai même pas dit au revoir. J'ai raccroché et je suis sorti de la pièce, toujours vêtu de ma robe. Je n'ai pas ôté mon voile. Je n'ai pas pris mes chaussures. Je suis sorti directement par la porte d'entrée, sous le soleil de Géorgie, vers une nouvelle vie que je n'avais pas prévue. Je n'ai pleuré qu'une fois dans le bus, le visage collé à la vitre poussiéreuse, à regarder ma vieille ville s'effondrer derrière moi. Je ne le savais pas encore, mais c'était le début de tout. Le bus pour Willow Creek était à moitié vide, mais j'ai quand même pris la dernière rangée. Je ne voulais pas parler. Je ne voulais pas qu'on me regarde trop longtemps et commence à me poser des questions. Mon voile avait disparu, mais je portais toujours la robe, froissée et tachée par le trajet. La dentelle s'accrochait près de ma hanche. Je n'avais pas eu le courage de me changer. J'avais l'impression que c'était la seule chose qui maintenait mon corps, comme si je l'enlevais, je m'effondrerais complètement. Chaque bosse sur la route me retournait l'estomac. Je regardais par la fenêtre tandis que nous passions devant des champs à perte de vue et des clôtures brisées, des maisons aux toits de tôle et des cordes à linge ondulant au vent. Tout semblait si ordinaire, si déchirant, inconscient que ma vie entière venait de s'effondrer. Quand je suis enfin descendu du bus, tante Jolene m'attendait déjà. Ses cheveux étaient relevés comme toujours et elle portait une veste en jean par-dessus sa robe d'église, comme si elle ne savait pas si elle revenait de la messe du dimanche ou d'une vente aux enchères. Elle n'a rien dit en me voyant, a juste hoché la tête, a pris mon sac et m'a dit « On va t'emmener dans un endroit tranquille ». Je pensais qu'elle parlait de sa maison. Mais nous n'y sommes pas allés.
Nous sommes passés devant sa petite maison jaune avec sa balancelle et ses carillons, puis nous avons emprunté un chemin de gravier qui menait à la sortie de la ville. Mon cœur s'est un peu serré. Je me suis dit qu'elle avait peut-être changé d'avis. Peut-être que je n'étais même pas le bienvenu ici. Puis elle s'est arrêtée devant une vieille bâtisse en briques, avec des plantes grimpantes d'un côté et de la peinture défraîchie de l'autre. L'enseigne au-dessus de la porte était écaillée, mais encore lisible, Four Magnolia. « Attends, dis-je, tu me laisses ici ?» Elle coupa le moteur et me regarda. « Savannah, si je t'emmène chez moi maintenant, tu sais ce que diront les voisins. Ils frapperont à ma porte avant la tombée de la nuit, pour savoir pourquoi la mariée en fuite campe dans ma chambre d'amis. Mais ici, fit-elle en désignant l'immeuble, personne ne t'embêtera. » Mes mains tremblaient quand j'ai saisi la poignée de la porte. Je ne sais même pas comment être seule. Tante Jolene s'adoucit un peu. « Chérie, tu étais seule dès que cet homme a décidé qu'il ne t'aimait pas assez pour venir. Mais la solitude n'est pas toujours une malédiction. C'est parfois là qu'on se retrouve. » À l'intérieur, une odeur de poussière, de fumée et d'autres choses flottait ou une chaleur qui se dégageait de toute cette décrépitude. La vieille boulangerie avait de hauts plafonds et des poutres en bois noircies par des années de chaleur. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres fissurées, projetant des traînées dorées sur les tables fleuries et le matériel rouillé. Cet endroit est resté inoccupé depuis des années, dit-elle en allumant une lumière qui vacillait faiblement. Avant, 10 personnes y travaillaient. Maintenant, ce ne sont que des fantômes et de vieilles histoires. Elle me conduisit dans une petite pièce à l'arrière avec un lit à cadre métallique, un bureau et une étagère de livres de cuisine jaunis. Une couette pliée était posée au pied du matelas, dégageant une légère odeur de lavande et de thym. « J'ai fait du mieux que j'ai pu, dit-elle en posant mon sac. Tu as l'électricité, l'eau courante et une porte fermée à clé. Ce n'est pas le Ritz, mais c'est sûr. C'est à toi aussi longtemps que tu en auras besoin. » Je me tenais là, à absorber tout cela, et pour la première fois depuis l'appel téléphonique, j'ai ressenti autre chose que du chagrin, pas exactement de l'espoir, mais une lueur, une pause dans la douleur, un silence. « Je ne sais pas comment te remercier, dis-je. »« Tu ne le feras pas, répondit-elle, déjà à mi-chemin de la porte. Mais ne reste pas allongé ici dans le noir à t'apitoyer sur ton sort. Si tu restes ici, tu vas faire quelque chose de tes mains, nettoyer, ranger, peindre, cuisiner, quelque chose. » J'aurais voulu discuter, mais je ne l'ai pas fait. Elle avait raison. Je ne savais plus qui j'étais, mais je n'arrivais pas à le comprendre en restant immobile. Cette nuit-là, assise au bord du lit étroit, toujours dans ma robe de mariée, j'écoutais le craquement des murs, le bourdonnement du silence et le son de ma propre respiration emplissant l'espace vide. Personne ne savait où j'étais, ni maman, ni Travis, juste moi et les ruines d'une vieille boulangerie qui nourrissait autrefois toute une ville. J'aurais dû me sentir seul, mais j'avais l'impression que c'était le début de quelque chose de réel. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec la lumière qui filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses et le chant lointain d'un coq. Pendant quelques secondes, j'ai oublié où j'étais. Puis j'ai vu les poutres décolorées au-dessus de ma tête, la peinture blanche écaillée sur les murs et la valise près de la porte, et je me suis souvenu que je n'étais plus une mariée. Je n'ai enlevé ma robe qu'à midi. Je l'ai finalement décollée et accrochée dans le petit placard, à côté des tabliers de cuisine abandonnés. Le voir là, blanc et froissé, baigné d'une odeur de levure et de vieux bois, avait une signification symbolique que je n'étais pas prêt à expliquer. J'ai passé la journée à balayer. La poussière s'accrochait à chaque surface comme un souvenir. J'ai ouvert les fenêtres et laissé le vent en emporter autant qu'il le pouvait. J'ai essuyé les vieux plans de travail, secoué les tapis et retiré la vaisselle fêlée des étagères, histoire de lui redonner une utilité. Je ne savais pas pourquoi, mais c'était le cas. Quand la cuisine fut suffisamment propre pour respirer, je me suis assis près de l'immense four en briques au centre de la pièce et j'ai passé la main sur son rebord. Les briques étaient noircies par les années d'utilisation, mais solides, résistantes. Je me suis penché, j'ai respiré profondément et j'ai perçu quelque chose de vague sous la poussière, une odeur de pâte chaude et de sucre caramélisé, un souvenir qui ne m'appartenait pas. Peut-être l'histoire de quelqu'un d'autre, gravée dans les murs. « Si tu pouvais parler, » ai-je murmuré au four, « je parie que tu aurais une sacrée histoire. » Ce soir-là, je suis allé à la petite épicerie du coin pour faire quelques courses. La cloche a sonné au-dessus de la porte quand j'ai franchi la porte, et j'ai immédiatement senti tous les regards se tourner vers moi. C'était une petite ville. Je savais ce qu'ils voyaient, un visage inconnu, une jeune femme achetant des portions individuelles et du liquide vaisselle.
Et les rumeurs avaient déjà commencé. Derrière le comptoir se trouvait une femme d'une 50aine d'années, portant des lunettes œil de chat et un badge sur lequel était inscrit Cheryl. Elle se penchait sur la caisse comme si c'était une boîte à secrets. « Tu dois être la nièce de Jolene », dit-elle avec un sourire trop large pour être innocent. « J'ai entendu dire que tu loges à la vieille boulangerie. » « C'est inhabituel. »« Je suppose que je suis inhabituel, » répondis-je en essayant de paraître plus léger que je ne l'étais. « Eh bien, cet endroit a des ossements, dit-elle. Les gens se souviennent encore du pain de là-bas. J'en prenais une part avant l'école, quand mademoiselle Loretta faisait tourner les fourneaux. Le meilleur pain au levain que j'ai jamais goûté. Ce nom m'est resté, Loretta. De retour à la boulangerie, je me suis préparé un dîner simple et me suis assis près de la fenêtre tandis que le ciel s'assombrissait. L'air était lourd d'humidité, et quelque part dans les bois derrière la boutique, les cigales hurlaient comme si elles avaient quelque chose à prouver. Je ne pouvais m'empêcher de penser à cette odeur, au bourdonnement du four quand je le touchais, au plaisir de frotter un plan de travail jusqu'à ce qu'il brille. Quelque chose en moi me tiraillait, me poussait à bouger. Et si j'essayais ? Cette pensée me vint doucement, presque ridicule. Je n'avais jamais rien cuisiné maison de ma vie, du moins pas sans une préparation en boîte ou un tutoriel YouTube, mais quelque chose dans cet endroit me donnait envie d'apprendre. Peut-être était-ce le silence. Peut-être était-ce le four. Ou peut-être était-ce parce que je n'avais plus rien à perdre. Le lendemain matin, j'ai demandé à tante Jolene des nouvelles de mademoiselle Loretta. Elle a haussé un sourcil. Pourquoi ? Je veux apprendre à cuisiner. Elle m'a longuement observé, puis a hoché la tête. Eh bien, tu as de la chance. Loretta est toujours là. Elle habite à Birch Hollow, à seulement 15 minutes de l'autoroute. Mais ne te fais pas d'illusions. Elle est têtue comme une mule et 2 fois plus exigeante. Mais si quelqu'un peut t'apprendre, c'est bien elle. Et comme ça, la première braise de quelque chose de nouveau a commencé à s'allumer. Le vieux pick-up de tante Jolene ronronna tout le long du chemin jusqu'à Birch Hollow. La route serpentait à travers bois et terres agricoles jusqu'à déboucher près d'une petite maison délabrée aux volets verts et au tournesol penché sur la clôture. C'est là que vivait Miss Loretta, une femme que je ne connaissais pas, mais dont le nom avait déjà un poids de cannelle et de levure dans mon imagination. Elle ouvrit la porte avant que nous frappions, petite et nerveuse, avec des boucles argentées ramenées en arrière dans un foulard et des mains qui semblaient avoir lutté avec la pâte pendant 40 ans. Son regard me scrutait comme un registre, rapide, perspicace, sans détour. « Alors, dit-elle, les bras croisés, vous êtes la mariée fugitive de Wayland. » Je rougis. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. « Je suis Savannah, réussis-je à dire. J'ai entendu dire que vous faisiez de la pâtisserie au Magnolia Oven. J'aimerais apprendre. » Mademoiselle Loretta ne bougea pas. Elle me regarda, puis Jolene, puis de nouveau. Pourquoi ? J'hésitais. Je ne savais pas comment expliquer que j'avais besoin de cuisiner comme j'avais besoin de respirer, qu'après avoir été abandonnée devant l'hôtel, je ne savais plus qui j'étais, mais je savais que je ne pouvais pas redevenir celle que j'avais été. Je veux juste essayer, dis-je. C'est tout. Elle me fixa une seconde de plus, puis finit par s'écarter. Vous avez des chaussures qui supportent la farine ? C'est ainsi que mon apprentissage a commencé. Le premier jour, elle m'a fait balayer au pas comme à la boulangerie. C'était plutôt un rituel. Ensuite, nous avons nettoyé l'espace de travail, essuyé chaque surface et disposé les ingrédients comme des soldats se préparant au combat. Pâtisserie, a dit mademoiselle Loretta, ce n'est pas juste mélanger les ingrédients. C'est une question de rythme, de patience, de feeling. La pâte c'est si on ment. J'ai ri, nerveuse, incertaine, mais j'ai hoché la tête. Elle m'a montré comment faire lever la levure, quelle température d'eau il fallait, comment mélanger sans abîmer. La première fournée était un désastre, trop humide. La deuxième était meilleure, mais elle s'est quand même effondrée dans la casserole. Arrête de lutter, a-t-elle dit en me regardant lutter. Laisse-la te dire ce qu'elle veut. Elle ne parle pas, ai-je murmuré. Oh, mais elle parle, pas avec des mots. Il suffit d'écouter avec les mains. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Mon corps me faisait mal. Mes doigts sentaient le sel et les céréales. Mais j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, engagé, présent, attaché au monde par quelque chose de chaud et d'élevant. À la fin de la semaine, je pouvais pétrir sans baisser les yeux. Je savais façonner les pains et vérifier leur levée au toucher.
Et quand mademoiselle Loretta m'a enfin laissé en enfourner un seul, j'ai retenu mon souffle. Le résultat était imparfait au bord trop doré, croûte un peu épaisse mais lorsqu'elle l'a ouvert et que la vapeur s'est répandue, elle a hoché la tête. Pas mal, a-t-elle dit. Pas génial non plus, ai-je répondu. Elle a souri. S'il était déjà parfait, vous n'auriez pas besoin de moi. Nous avons continué. Chaque matin, je me rendais à son chalet et travaillais jusqu'à en avoir mal au bras. Je prenais des notes, posais des questions, faisais des dizaines d'erreurs. Mais chaque échec m'apprenait quelque chose. Et lentement, presque timidement, je me suis mise à cuire un four Magnolia, moi aussi, quelques pains par jour, dès l'aube, la poussière flottant dans une lumière dorée comme des fleurs. La ville l'a remarqué. Cheryl, du magasin, a été ma première cliente. Elle a acheté du pain au levain et est revenue 2 jours plus tard pour me demander si je pouvais faire des roulés à la cannelle. Une institutrice à la retraite m'a demandé du blé au miel. J'ai griffonné des recettes dans un carnet, j'ai fait des erreurs, j'ai brûlé 3 poêles, mais les gens continuaient à venir. Ils ne voulaient pas seulement du pain. Ils voulaient quelque chose qui rappelle un souvenir, un peu chez eux. Un soir, après avoir nettoyé les derniers plateaux, je me suis retrouvé au milieu de cette vieille boulangerie et j'ai murmuré, « Tu es toujours avec moi ». J'ai appuyé ma paume contre le four en briques chauds. C'était comme s'il expirait sous ma main. Ce soir-là, j'ai écrit à la craie sur un panneau près de la porte, ouvert le samedi au pain frais fait maison. Je ne savais pas si quelqu'un viendrait, mais j'apprenais enfin à lever. L'odeur de cannelle et de pâte levée emplissait l'air ce matin-là. Je venais de sortir un plateau de pain au miel et à l'avoine du four lorsque j'entendis le crissement des pneus sur le gravier. Je m'essuyais les mains sur mon tablier, m'attendant à voir Cheryl ou l'un des habitués. Mais en sortant et en voyant la voiture, mon estomac se serra. C'était une vieille berline argentée avec une portière rayée et des plaques d'immatriculation de Géorgie. Je connaissais cette voiture mieux que je ne voulais l'admettre. Travis sortit comme s'il s'engageait en terrain connu, mêmes épaules voûtées, même demi-sourire hésitant, mais plus maigre, plus pâle, comme s'il n'avait pas bien dormi depuis des semaines. « Salut, Savannah » dit-il, les yeux scrutant la devanture du Magnolia Oven comme s'il ne reconnaissait pas qui j'étais devenu. « Travis » répondis-je, aussi plate qu'une planche à découper. « Je ne t'ai pas invité à entrer. »« Je passais juste par là » mentit-il. « C'est vrai. » Il jeta un coup d'œil vers la route, puis se tourna vers moi. « Je suis déjà venu ici » admit-il doucement, les yeux rivés sur le gravier. « Il y a un mois, je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai vu les gens faire la queue pour ton pain. J'ai failli entrer, mais je ne savais pas quoi dire. » Je ne répondis pas, car il n'y avait plus rien à dire. Il resta planté là, les mains dans les poches, se balançant d'un pied sur l'autre comme un garçon qui attend d'être grondé. « On peut parler » demanda-t-il. « Tu le fais déjà. » Il grimaça, mais ne recula pas, je sais que j'ai fait une erreur. Ce que j'ai fait, c'était impardonnable. Je m'appuyai contre le poteau du porche et croisai les bras. C'est un mot. J'avais peur, dit-il. Tout me semblait trop important, trop définitif. J'ai paniqué. Tu as paniqué 1 heure avant notre mariage, dis-je, et je sentis ma voix trembler mais pas de douleur, mais de colère trop longtemps contenue. J'ai repensé à ce jour-là à chaque fois depuis, a-t-il poursuivi. Et je veux arranger ça, si tu me le permets. Quelque chose en moi faillit rire pas cruel, juste fatigué. Je le regardais, l'homme avec qui j'avais imaginé élever des enfants, construire une balançoire, vieillir à ses côtés, et je ne ressentis que de la distance, comme si je me souvenais de quelqu'un d'un rêve qui n'avait plus de sens. Tu veux arranger ça, demandai-je doucement. Dis-moi quelque chose, Travis. Es-tu retombé amoureux de moi, ou pensais-tu juste que je resterais figé dans le temps jusqu'à ce que tu changes d'avis? Il cligna des yeux. La question le toucha plus fort qu'il ne l'aurait cru. Tu me manques, c'est tout, dit-il. Ce qu'on avait me manque. Ce qu'on avait, répétai-je. Tu veux dire avant que tu décides que je ne suffisais pas à me motiver. Ses épaules s'affaissèrent. Je ne suis pas venu pour me battre. Et je ne suis pas venu pour entendre des excuses qui ne changeaient rien. Il resta planté là, les mains pendantes, comme s'il ne savait plus quoi en faire. Je pensais qu'on pourrait réessayer. Je vois maintenant que j'avais tort. Tu es différent. J'ai hoché la tête. Je le suis. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il n'y avait plus rien à dire.
Lorsqu'il s'est finalement retourné et est retourné à sa voiture, j'ai regardé la traînée de poussière le suivre sur la route. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste respiré profondément et j'ai senti quelque chose en moi se détendre enfin. Je n'attendais plus. Quand la poussière est enfin retombée, j'ai réalisé que je n'avais pas simplement fermé la porte à Travis. Je l'avais fermée à la femme qui mesurait autrefois sa valeur à l'aune des promesses d'autrui. Cette version de moi, celle qui mendiait l'amour, les cadeaux, les miettes avait enfin disparu. Et elle ne me manquait pas. Ce soir-là, alors que le soleil disparaissait derrière les arbres et projetait une chaude lumière ambrée à travers les vitrines de la boulangerie, j'ai enlevé mon tablier et me suis assis à la longue table en bois où je façonnais la pâte. L'endroit était silencieux, à l'exception du léger tic-tac de l'horloge murale et de l'odeur du pain qui refroidissait. J'ai tendu la main vers le tiroir où je rangeais mes papiers importants et j'en ai sorti la carte de visite que Mason m'avait donnée des semaines auparavant. Je ne l'avais pas encore appelée non pas par manque de volonté, mais parce qu'une partie de moi attendait de voir si le passé allait frapper à ma porte en premier. C'était le cas, et j'avais répondu par un silence. J'ai décroché le téléphone et composé le numéro. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Voici Mason Carter. Mason, c'est Savannah de Magnolia Oven. Une pause, puis, chaleureusement, je me demandais quand j'aurais de tes nouvelles. Je suis prêt, ai-je dit. Parlons-en. Mason est arrivé 2 jours plus tard avec un dossier en cuir sous le bras et cette même présence calme et ancrée qui m'avait rendu curieux la première fois que nous nous sommes rencontrés. Il a franchi les portes du Magnolia Oven comme s'il y appartenait, non pas en tant qu'invité, ni en tant qu'acheteur, mais en tant que quelqu'un qui respectait les os d'un lieu et la femme qui le maintenait en vie. Nous étions assis à ma table à pâte, qui fait désormais office de bureau de conférence, avec une théière entre nous et la lumière du soleil qui se répandait sur le sol. J'ai consulté les registres fonciers, dit-il en dépliant les papiers. Les immeubles appartiennent au comté. Ils sont prêts à vendre. 300 000 $ l'appartement. Pas de privilèges, pas d'arriérés d'impôts, juste de la vieille brique et de grands rêves. Je laissai échapper un léger sifflement. Ça fait beaucoup de zéros. Mason hocha la tête. C'est vrai, mais ce n'est pas impossible. Je prends en charge la totalité des frais pour l'instant, dit-il doucement. 300 000, c'est beaucoup, mais je n'investis pas dans des murs. J'investis en toi. Tu es propriétaire, car cet endroit n'existerait pas sans tes mains, sans ton histoire. Je l'ai regardé fixement. Tu me donnerais 40%? Il sourit. Savannah, cet endroit a déjà une âme. Je ne suis pas là pour la lui prendre. Je suis là pour l'aider à grandir. Je baissai les yeux vers la table où mes paumes avaient modelé la pâte jour après jour. Je repensais au four fissuré, à la marque de brûlure sur mon tablier, au carnet où j'avais griffonné chaque recette ratée et chaque réussite accidentelle. Rien de tout cela n'avait été facile, et pourtant, rien ne m'avait jamais semblé un fardeau. Tu es sérieux, dis-je. Complètement. J'ai hoché lentement la tête. Alors, allons-y. La semaine qui a suivi a été une véritable avalanche de paperasse et d'inspection. J'ai rempli des formulaires que je ne comprenais pas, assisté à des réunions sur les codes sanitaires et les licences commerciales, fait la queue à la banque, les mains tremblantes. Mais Mason était là à chaque étape, traduisant le jargon juridique en anglais simple, me rassurant quand je me sentais faible, me rappelant qu'il ne s'agissait pas seulement de son investissement, mais de mon histoire. Vendredi après-midi, j'avais l'acte de propriété entre les mains. Le four Magnolia était à moi par l'encre et la loi, à moi par la sueur et l'espoir. Ce soir-là, debout au milieu de la boulangerie, je me suis laissé gagner par cette idée. J'ai caressé le plan de travail où Miss Loretta avait autrefois roulé la pâte, j'ai touché les briques du four comme si elles faisaient partie de ma propre colonne vertébrale. Je ne faisais plus que de la pâtisserie. Je construisais quelque chose qui pouvait durer. Le lendemain matin, Mason est venu me chercher tôt. Je veux que tu voies les magasins, m'a-t-il dit. Viens rencontrer ceux qui vendront ton pain. Le trajet jusqu'en ville fut calme et agréable. Il me raconta son premier commerce, comment il avait commencé avec un simple rayon de miel local et s'était transformé en un réseau de marchés proposant de tout, des tomates anciennes aux conserves artisanales. Il n'était pas tapa accent grave-l'œil. Il ne parlait pas de nom. Il croyait simplement en la nourriture authentique et à ceux qui la fabriquent. En arrivant sur le parking du premier magasin, j'ai senti une boule de nerfs me nouer l'estomac. Mais à l'intérieur, ce n'était pas ce à quoi je m'attendais, pas de néon, pas de mur gris,
juste des étagères en bois, des paniers de produits frais et l'odeur de la vraie nourriture. Derrière le comptoir, une fille nommée Léna m'a fait signe et m'a souri. « Alors, c'est le boulanger ?» a-t-elle demandé à Masson. J'ai rougi. « J'apprends encore. »« Nous le sommes tous » a-t-elle déclaré. Au deuxième magasin, un homme plus âgé en tablier m'a serré la main et m'a dit « Apporte le pain à la cannelle que tu as fait la semaine dernière, et je viderai une étagère entière. » Au troisième, une mère de 2 enfants m'a demandé si je faisais des petits pains pour le dîner. Au retour, j'avais un carnet rempli de demandes, de noms et d'idées. J'avais mal à la tête, mais pour le meilleur, non pas à cause de la confusion, mais à cause de la vue. Arrivé à Willow Creek, Masson ralentit le camion et me jeta un coup d'œil. « Tu as été bon aujourd'hui, dit-il. »« Merci. Je suis sérieux. » J'ai souri. Moi aussi. Ce soir-là, je ne me sentais pas comme une femme abandonnée en robe de mariée. Je me sentais comme une propriétaire, une créatrice ou une femme qui avait pris ce qu'il avait brisé et l'avait transformé en quelque chose qui pouvait nourrir le monde. 6 mois plus tard, Magnolia Oven n'était plus un simple bâtiment. Il reprenait vie, 3 fours allumés du matin au soir, l'air intérieur embaumant constamment la pâte levée, le sucre et la cannelle. J'avais maintenant 5 employés, 2 lycéennes qui aidaient à la préparation et aux livraisons, un maître de poste à la retraite qui façonnait les pains comme si c'était un rituel sacré, et mademoiselle Loretta, qui venait encore 2 fois par semaine pour superviser, mais qui se contentait surtout de boire du thé et de sourire quand elle pensait que personne ne le remarquait. Nous cuisions près d'une centaine de pains par jour, pain au levain, miel avoine, romarin huile d'olive, challah le vendredi. Parfois, je m'arrêtais en beurrant une croûte fraîche et je me disais que tout cela venait de rien, d'un chagrin d'amour, de cendre. La ville a réagi. Les gens faisaient la queue le samedi matin avant même l'ouverture, les touristes arrivaient après avoir entendu parler de nous par une blogueuse culinaire que je n'avais jamais rencontrée. Les enfants repartaient avec les doigts collants et le sourire aux lèvres. C'était le chaos, c'était magnifique, et c'était à moi. Masson a tenu parole. Il n'est pas intervenu, mais il est venu parfois avec des bons de commande, parfois avec de nouvelles idées de packaging, parfois avec juste 2 cafés et un chaleureux « Comment ça va ?» Il n'a jamais insisté, n'a jamais demandé plus que ce que j'étais prêt à donner. Mais il était là, toujours là. Et peu à peu, quelque chose s'est adouci en moi. Un soir, après avoir terminé une énorme fournée pour un festival gastronomique urbain, je l'ai trouvé en train d'essuyer le comptoir de la farine maculée sur sa chemise et il ressemblait moins à un homme d'affaires qu'à quelqu'un d'important. « Pourquoi continuez-vous à venir ?» ai-je demandé. Il parut surpris par la question, puis haussa les épaules. « Parce que je crois en cet endroit et en toi. » Ces mots m'ont profondément touché. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je n'en avais pas besoin. Nous sommes restés là, dans le silence de la boulangerie de nuit, tandis que les fours refroidissaient et que le clair de lune filtrait à travers les fenêtres fleuries. Quelques jours plus tard, mademoiselle Loretta passa pour sa visite habituelle de l'après-midi. Elle observa le nouveau présentoir de livraison et renifla d'un air approbateur la fournée de biscuits au beurre refroidissant près de la fenêtre. « Tu as construit quelque chose de réel » dit-elle. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi. » Elle a balayé ça d'un geste de la main avec un grognement. J'ai juste pointé la patte du doigt. C'est toi dont on avait besoin dans tout ce bazar. Puis elle m'a regardé, sérieuse, ce Masson, il t'aime bien. Je sais que tu l'aimes bien. J'ai hésité, non pas parce que je ne savais pas, mais parce que l'admettre signifiait abandonner quelque chose que j'avais utilisé comme armure. Oui, dis-je doucement. Mais c'est différent cette fois. Elle hocha la tête. La différence, c'est bien. Ce soir-là, Masson est passé après la fermeture. Il a apporté 2 limonades et des nouvelles de la ville. On a été mis à l'honneur dans un petit magazine régional. Rien d'extraordinaire, mais suffisamment pour éveiller la curiosité ou assez pour prouver que notre travail compte. Alors que nous étions assis sur les marches de la boulangerie, sirotant tranquillement notre café, il s'est tourné vers moi. « Puis-je vous demander quelque chose ? » Poursuivre. « As-tu toujours peur ?» J'y ai pensé, à la façon dont je restais éveillé, me demandant si je me sentirais un jour à nouveau moi-même, à la voix dans ma tête qui me murmurait « Tu n'es que ce qu'il a laissé derrière lui. » Non, ai-je dit. Plus maintenant. Il hocha lentement la tête. Puis, prudemment, il me prit la main. Je ne la retirai pas. À l'intérieur, les fours étaient silencieux, le pain refroidissait.
L'air sentait la farine, la sueur et quelque chose de plus doux, la paix. Dehors, le monde continuait de tourner. Mais ici, c'était à moi. Certains matins, je me réveille encore avant le réveil, non pas par nécessité, mon équipe peut désormais gérer le service du matin, mais parce que quelque chose en moi le désire. Il y a quelque chose de sacré à entrer dans une boulangerie silencieuse avant que le monde ne s'éveille, l'odeur de la pierre fraîche, le silence de la farine qui se dépose dans l'air, le sentiment que cette journée, comme un pain frais, est encore en train de se dessiner. Il y a 6 mois, je pensais que ma vie était finie. Maintenant, je comprends, c'était juste le préchauffage du four. Un dimanche, je me suis retrouvé devant le placard de l'arrière-boutique, celui où j'avais accroché ma robe de mariée des mois auparavant. Elle était toujours là, coincée entre des tabliers et des vestes fleuries. J'ai effleuré le tissu. Il ne me serrait plus la gorge. Ce n'était plus que du tissu, juste le symbole d'une vie que j'avais presque eue et dont je ne voulais plus. Je n'ai pas pleuré. J'ai souri. Cet après-midi-là, je suis sorti sur le porche et j'ai trouvé Mason en train de lire des factures de livraison. Il leva les yeux, plissant les yeux à cause du soleil. « Tu as l'air plus léger, dit-il. »« Peut-être que je le suis. » Il se leva. « J'ai quelque chose à te montrer. » Nous avons roulé 10 minutes en dehors de la ville jusqu'à un petit lopin de terre qu'il avait acheté au plat, ouvert et baigné par le vent. Ceci, a-t-il dit, pourrait être le site de notre première vitrine. Notre premier. J'ai ri. Eh bien, je me suis dit qu'on pourrait construire quelque chose de plus grand, un endroit qui porterait nos 2 noms, un café, une boulangerie, et peut-être même une cuisine pédagogique. Il jeta un coup d'œil, soudain incertain. Si tu veux ça. J'ai regardé l'herbe, imaginant un porche en bois, du pain frais à la fenêtre, le son des rires et des tasses qui s'entrechoquaient, un endroit rempli de communauté, pas seulement de commerce. Je le veux, ai-je dit. Mais seulement si nous le construisons comme nous l'avons fait, lentement, honnêtement et ensemble. Il sourit. C'est la seule façon que je connaisse. De retour au Magnolia Oven ce soir-là, je me suis assis avec Miss Loretta pendant qu'elle sirotait son thé à la camomille et regardait un nouveau lot de levain levé derrière la vitre. « Tu as fait du chemin, ma chérie, dit-elle. J'ai eu un bon professeur. » Elle rit. « Tu avais mieux. Tu avais une raison. » Elle avait raison. Je n'avais pas cuisiné juste pour oublier Travis. J'avais cuisiné pour me souvenir de moi-même ou pour me rappeler que je pouvais façonner quelque chose de beau à partir du chaos, que je pouvais me relever, même quand tout en moi s'était effondré. Plus tard dans la nuit, après avoir fermé à clé, je me suis assis en silence et j'ai écrit quelque chose dans mon journal. Travis m'a laissé en robe blanche, pensant me briser. Mais il n'a brisé que la version de moi qui attendait que quelqu'un d'autre définisse sa valeur. Ce qui a surgi de ses cendres n'était pas une victime. C'était une créatrice ou une femme qui nourrit les autres, qui dirige de ses mains, qui crée la joie à partir de farine et de feu. Je ne suis pas la quasi-épouse de quelqu'un. Je suis Savannah Brox, et j'ai un sacré four. Les semaines passèrent, puis les mois, et la vraie vie s'installa, celle sans grand geste ni sortie dramatique, juste des journées remplies de travail, de douceur et de petites décisions prises côte à côte. Un soir, alors que je me tenais sur le seuil de la porte arrière, je regardais le soleil se coucher derrière les arbres et je sentis des bras s'enrouler autour de ma taille. « Tu as déjà pensé à ce jour-là » demanda doucement Mason. « Celui où tout s'est effondré. »« Non, » murmurai-je. « Celle où tout a vraiment commencé. » Je me suis retourné et je l'ai regardé l'homme qui était entré dans mon histoire non pas pour me sauver, mais pour construire avec moi. Et j'ai dit ce que je savais désormais être vrai. Chaque jour, il m'embrassait sur la tempe, et nous restions sur le seuil tandis que la nuit tombait, chaude et familière. À l'intérieur, la boulangerie sentait le lendemain. Et j'étais enfin à la maison. Parfois, la vie vous brise, non pas pour vous détruire, mais pour laisser quelque chose de nouveau surgir de l'intérieur. Savannah n'a pas été sauvée par un homme, un accord commercial, ni même une boulangerie. Elle a été sauvée par ses propres mains, par le travail silencieux de la guérison, par le choix de construire plutôt que de s'effondrer. Son histoire nous rappelle qu'être abandonné n'est pas une fin, c'est une pause, un espace. Et dans cet espace, si vous osez respirer à nouveau, ressentir à nouveau le besoin, croire à nouveau, vous pourriez bien trouver une version de vous-même plus forte, plus sage et plus vivante que jamais. Le pain de votre nouvelle vie ne vous sera pas donné. Vous devrez le fabriquer, farine, sel, larmes et feu.